Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet fréquemment demandé, la guerre des Beurs. En réalité, cette expression se rapporte à deux conflits. L'un intervenu de 1880 à 1881 et le deuxième du 11 octobre 1899 au 31 mai 1902, tous deux entre les Britanniques et les colons d'origine néerlandaise, appelés alors Beurs puis Afrikaners au XXe siècle, en Afrique du Sud. Nous sommes à la fin du XIXe siècle. Depuis quelques années, les grandes puissances européennes, dont la Grande-Bretagne, la France, l'Espagne, se lancent dans une vaste campagne dans le monde visant à étendre leur territoire en dehors des frontières européennes. C'est la colonisation. Asie, Amérique du Sud, mais surtout Afrique, vont voir débarquer dans leurs littoraux des colonisateurs prêts à tout pour occuper le maximum de terres possible. Ces continents deviennent le lieu de la course à la colonisation. Dans ce numéro, nous allons nous intéresser à l'exemple de l'Afrique du Sud. Avant l'arrivée de la Grande-Bretagne, l'Afrique du Sud est divisée en plusieurs régions, dont l'organe vital est la colonie du Cap, dirigée par des colons d'origine néerlandaise, les Beurs. En effet, en 1656, Jean van Riebeeck installe au Cap un comptoir commercial permettant aux embarcations néerlandaises d'assurer un relais sur la route des Indes orientales. Ceci va amener à l'émigration de plusieurs milliers de Néerlandais. En 1691, la colonie du Cap est créée et va s'étendre au profit des populations locales nomades. À l'origine, les Beurs sont des paysans, ce sont eux qui vont cultiver les terres et être le principal moteur de cette expansion. Mais dès le début du XIXe siècle, les Britanniques accostent au Cap et par le traité de Paris en 1814 s'approprient la colonie aux dépens des Beurs. Ces derniers, pour échapper à cette nouvelle puissance coloniale, vont organiser le Grand Trek entre 1835 et 1837, une sorte d'exode qui va les conduire jusqu'à la côte est du pays, dans laquelle ils fondent la République de Natal après une courte guerre remportée contre les Zoulous, peuple local en 1840. Mais les Britanniques voient d'un très mauvais œil à ce que les Beurs aient un accès à la mer. De ce fait, ils annexent la République de Natal en 1843. Encore une fois, les Beurs sont contraints de s'échapper à l'intérieur des terres, où ils vont créer de nouvelles républiques, la République sud-africaine ou Transvaal et l'État libre d'Orange. Vous l'aurez donc compris, l'exemple de l'Afrique du Sud est pertinent à étudier, car il montre comment l'Empire britannique a acquis les terres d'Afrique du Sud sans difficulté. Malgré les deux guerres des Beurs, ont stoppé les Britanniques quelques années avant qu'ils ne reprennent leur expansion en Afrique. Ces deux guerres des Beurs vont nous permettre de comprendre comment elles ont ébranlé le prestige britannique. Pour mener à bien ce numéro des cartes se dévoilent, nous allons aborder tout d'abord la première guerre des Beurs, puis la seconde guerre des Beurs, pour finalement étudier les répercussions de ces deux guerres sur différents plans. Nous venons de mettre en avant la source des principales tensions entre les Boers et les Britanniques. Mais qu'en est-il en 1880 et le début de la première guerre des Boers ? Lorsque les Britanniques arrivent en Afrique du Sud au début du XIXe siècle, deux motivations peuvent être énoncées quant à leur ambition d'élargissement, contrôle et richesse. En effet, l'Afrique du Sud est un point stratégique pour la route des Indes. C'est d'ailleurs pourquoi les Néerlandais ont accosté au Cap. De plus, la découverte d'importants gisements d'or dans le centre du pays a amplifié ce désir de conquête. Mais en 1870, deux États nouvellement créés et reconnus indépendants par les Britanniques bloquent leur expansion rapide. La République de Transvaal et l'État libre d'Orange, les deux républiques boers. Cependant, les Britanniques ne sont pas la seule menace des républiques boers. En effet, d'autres populations font pression à ces deux républiques, notamment les Zoulous. Les Zoulous sont un peuple de l'Est d'Afrique du Sud qui vivent exclusivement de l'agriculture vivrière. Ces derniers vont déclencher une guerre en 1876 qui va se solder avec la victoire des Zoulous. Affaiblie économiquement, la Transvaal se fait annexer par la Grande-Bretagne le 12 avril 1877. Par Sir Theophilus Shepstone. Néanmoins, le vice-président de la République de Transvaal, Paul Kruger, était contre cette annexion, la jugeant illégale et contraire au traité signé par les trois pays et garantissant de ce fait leur indépendance. C'est ainsi qu'il décida, accompagné de quelques milliers d'autres partisans, dont Piet Joubert et Martinus Wessel Pretorius, d'organiser une résistance armée contre les Britanniques, malgré les nombreuses négociations effectuées qui ne débouchèrent à aucun accord concret entre les deux parties. Cette résistance ne put toutefois passer en action qu'en décembre 1880, fallant d'abord résoudre quelques contentieux internes, dont l'apaisement des tensions avec les Zoulous.
C'est le 20 décembre 1880 que commence finalement la révolte au Transvaal, qui déboucha immédiatement à la guerre de bourg contre les Britanniques. Cette guerre rassembla plus de 4000 hommes, dont 3000 du côté bourg. Enchaînant revers sur revers, les Britanniques, commandés par le major général Sir George Pomeroy Colley, tentent un dernier affront alors qu'une trêve est en cours de discussion. 500 fantassins britanniques se regroupent et tentent de renverser l'armée bourg à Majouba, au nord du pays. Mais c'est sans compter les forces bourg qui parviennent finalement à remporter cette bataille, décisive dans la fin de la guerre, leur assurant ainsi leur victoire finale. Cependant, ces défaites anglaises paraissent invraisemblables pour les Britanniques. Pour cause, ils disposent d'une armée très puissante qui remporta plusieurs guerres par le passé. A l'inverse, les bourgs n'ont pas d'armée. Ce ne sont simplement que quelques civils non entraînés à la guerre qui se révoltent aux côtés de Paul Kruger. De plus, les armes utilisées par les bourgs sont des armes manufacturées en Angleterre. Mais la défaite britannique réside aussi dans leur uniforme. En effet, en 1880, les uniformes britanniques sont des tuniques rouges, utilisées par l'armée victorienne. Il s'agit donc d'un accoutrement visible et non camouflé. Les bourgs, quant à eux, utilisent des habits kaki, qui leur permettaient ainsi de se fondre dans le paysage. Le 23 mars 1881, le traité de paix fut signé par Paul Kruger et Sir Evelyn Wood. Ce traité accordait une indépendance de gouvernement à la République de Transvaal sous une tutelle britannique théorique. Les bourgs acceptant nominalement la loi de la reine et le contrôle britannique sur les affaires africaines et les territoires indigènes. Mais le 3 août 1881, le traité de Pretoria fut signé, remplaçant celui signé précédemment et rendant l'indépendance totale à la République de Transvaal. Mais la paix ne fut que de courte durée. En 1887, des prospecteurs découvrirent le plus important gisement d'or au monde sur une arête montagneuse au sud de Pretoria. En expansion en Afrique du Sud depuis le début du XIXe siècle, les Britanniques cherchent à étendre leurs possessions sur le continent africain, du Cap au Caire. Lors de la région du Transvaal, suscite aussi leur convoitise. Du jour au lendemain, les Uitlanders dépassèrent rapidement en nombre les Boers sur le gisement. Les Boers, agacés par leur présence, leur refusèrent le droit de vote et taxèrent lourdement l'industrie aurifère. En réponse, les Uitlanders exercèrent une pression sur les autorités britanniques en vue d'obtenir le renversement du gouvernement Boer. En 1895, il y aura une tentative de coup d'État par une action militaire. L'échec de cette tentative de gagner des droits pour les citoyens britanniques fut utilisé pour justifier une opération militaire majeure à partir du Cap et plusieurs autres dirigeants coloniaux britanniques se prononcèrent en faveur de l'annexion des républiques Boers. La première phase est l'offensive des Boers de octobre à janvier 1900. La deuxième guerre fut déclarée et les Boers attaquèrent les premiers en envahissant la colonie du Cap et la colonie du Natal. Ils assiégèrent ainsi plusieurs villes et causèrent d'importantes pertes humaines. Cette période est connue sous le nom de la Semaine noire. Viendra après une deuxième phase, qui est l'offensive britannique de janvier à septembre 1900, et au cours de laquelle les Britanniques arrivèrent à affaiblir les troupes Boers et parvinrent à avancer au cœur des deux républiques, prenant la capitale de l'État libre d'Orange et la capitale du Transvaal. Mais les Boers se réunirent en une nouvelle capitale et mirent sur pied une campagne de guérilla pour attaquer les lignes de communication et de ravitaillement britanniques. Viendra à ce moment-là la troisième phase, la guérilla de septembre 1900 à mai 1902. C'est à ce moment-là que les Britanniques adoptèrent la stratégie de la terre brûlée et mirent à vider les campagnes de tout ce qui pouvait être utile aux Boers. En 1902, les Britanniques proclament leur victoire par la signature d'un accord de paix qui offre des compensations pour les terres brûlées et entraîne l'intégration des colonies Boers dans un ensemble britannique. Le monde entier observait de près la situation en Afrique du Sud. Des États comme l'Allemagne vendaient des armes aux Boers, d'autres volontaires comme l'Italie s'engagent et une partie des Français déjà présents sur place rejoint les troupes. Des fonds, des armes, des marques de sympathie leur sont envoyées. Toutes ces actions sont très mal vécues par les Britanniques qui se déchaînent contre la France à travers la presse. Les Américains, quant à eux, ont préféré garder la neutralité étant eux-mêmes occupés aux Philippines. De leur côté, les colons firent appel aux forces de l'Empire britannique et le Canada fut alors sollicité. De surcroît, durant la Seconde Guerre des Boers, le dirigeant anglais Lord
Kitchener mène une politique de terre brûlée où celui-ci prive tous les résistants Boers de ravitaillement. Toutes les propriétés Boers étaient entièrement détruites. C'est sous l'ordre de l'Empire britannique qu'ont été déportés des milliers de combattants dans une quarantaine de camps de concentration dits de protection dans un premier temps. Plus de 118 000 femmes et enfants ainsi que 43 000 Noirs fidèles aux insurgés sont parqués dans ces lieux où les conditions de vie sont inhumaines et plus de 25 630 d'entre eux sont envoyés à l'étranger. La famine, le froid, le manque d'hygiène, les épidémies et l'absence de soins médicaux ont conduit à un taux de mortalité important. Des camps de détention sont également mis en place à travers les colonies britanniques, notamment en Inde et aux Bermudes. L'opinion publique est indignée de cette situation. D'abord, la presse française, favorable à la cause des Boers, qui dénonce l'existence de ces camps, et ensuite Emily Hobhouse, une infirmière dévouée et militante progressiste, œuvre également pour venir en aide à ces plusieurs centaines de civils. Emily Hobhouse tenta de sensibiliser l'opinion britannique et sa campagne commença à ébranler les certitudes d'une partie de l'opinion publique, choquée par les descriptions qu'elle avait faites des camps de concentration sud-africains. Elle reçut alors de plus en plus de soutien financier pour son fonds à l'aide aux victimes de guerre. Mais cette guerre ne s'arrête pas au traité de paix. En réalité, pendant tout le siècle, ses conséquences hantent la région qui a du mal à se relever. Elle peine à se reconstruire socialement, puisqu'à l'issue de la guerre des Boers, la société sud-africaine est déchirée. En premier lieu, on aurait pu croire à un assujettissement du peuple Boers, mais non. En effet, il n'existe pas à proprement parler de réels vainqueurs et vaincus. Le plus grand paradoxe de la guerre des Boers est peut-être le fait que bien que la Grande-Bretagne ait émergé comme vainqueur au sens militaire, les Boers ont clairement gagné la paix. En second lieu, la guerre a accentué les inégalités raciales déjà présentes dans la région sud-africaine. Les lois au Transvaal et dans l'État libre d'Orange, qui discriminaient les Noirs, sont restées non seulement en vigueur, mais dans certains cas, ont été élargies à de nouveaux pans de la vie quotidienne, alors même que les Noirs avaient la majorité démographique dans ces régions et qu'ils aient été particulièrement actifs durant le conflit. En réalité, plus de 20 000 Noirs sont morts lors des offensives. Ce n'est pas « a white man's war » comme on l'entend couramment. La conférence de Vereeniging a confirmé les peurs de nombreux Noirs qui voient anéanti leur espoir de liberté vis-à-vis des Boers. En 1909, lors des discussions au sujet de l'établissement de l'Union sud-africaine, un même échec à l'instauration d'une égalité politique pour les sociétés noires a été observable. Cette difficile reconstruction, due à l'affirmation nationaliste afrikaner pendant la guerre, marque les débuts d'une inégalité raciale entre blancs et noirs qui caractérisa l'ensemble du XXe siècle, avec la mise en place notamment de l'apartheid entre 1948 jusqu'à son abolition en 1991. Elle peine à se reconstruire également d'un point de vue économique. Oui, c'est également une société en crise économique que laisse derrière elle la guerre. Elle représente un coût de plus de 200 millions de livres, laissant la région sud-africaine dans un état de ruine. En réalité, le conflit laissa derrière lui une économie ruinée, mais également un paysage dévasté. Le traité de paix, en 1902, accorde près de 16,5 millions de livres au rapatriement et à la réinstallation des Boers et des populations noires. C'est une réelle tentative de relancer l'économie et particulièrement l'industrie minière que manifestent les gouvernements britanniques. Et ce fut un succès. En effet, prenons pour exemple l'or. Sa production a non seulement atteint le taux d'avant-guerre, mais elle a également permis au pays de se hisser au premier rang mondial en termes d'exploitation. De plus, une des conséquences directes de la guerre, et plus particulièrement de la stratégie de terre brûlée, est la destruction des territoires, rendant impossible son exploitation agricole. C'est ainsi que dans certaines régions, qui ont de surcroît été touchées par des séries de sécheresses entre 1902 et 1903, les familles de retour des camps dans les territoires se trouvent complètement démunies. Dès lors, causée par la dévastation des ressources, une vague d'exode en direction des nouvelles zones urbaines a lieu. Près de 30 000 foyers ont été détruits. Plus de 63 000 familles Boers ont demandé des compensations. C'est également une unification qui caractérise la région après le conflit. L'Union d'Afrique du Sud fut créée le 31 mai 1910, à partir de l'unification de 4 colonies britanniques de l'ensemble des territoires situés au sud de la forêt équatoriale africaine. La colonie du Cap,
la colonie du Transvaal, la colonie de la rivière Orange, ainsi que la colonie du Natal. Suite à la deuxième guerre des Boers, l'Angleterre annexe l'Afrique du Sud. La colonie de la rivière Orange et le Transvaal possèdent néanmoins un gouvernement autonome, ce qui pousse les Britanniques à envisager la formation d'un dominion, un État autonome sous domination anglaise, à l'image de l'Australie, en regroupant ces deux provinces, au Natal et la province du Cap. Une convention nationale sud-africaine est réunie à Durban à partir du mois d'octobre 1908, rassemblant une trentaine de représentants du Transvaal, de la colonie de la rivière Orange, du Natal et du Cap. Après 3 sessions qui se tiennent à Bloemfontein et au Cap, la Convention conclut ses travaux le 11 mai 1909 sur un projet d'union sud-africaine. Bien que les assemblées du Transvaal et de l'Orange sont tous d'accord pour le projet d'union, au Cap, ce n'est pas le cas, puisqu'il y a 2 voix contre. Au Natal, un référendum est organisé, qui se conclut avec une majorité pour. Le 20 septembre 1909, le roi Édouard VII proclame la formation de l'Union de l'Afrique du Sud pour le 31 mai 1910, date anniversaire de la fin de la guerre des Boers, à la suite de l'adoption du South Africa Act par le Parlement britannique. En somme, la défaite de la première guerre des Beurs a réellement atteint une puissance britannique et a permis une réelle évolution militaire de ces dernières. La seconde a quant à elle ébranlé la réputation de l'Empire en vue des différents massacres dont on l'accusait. À l'issue de ces 2 guerres, et bien que l'Empire britannique soit sorti vainqueur, c'est bien un échec puisque la victoire du géant britannique face à la République des Beurs ne fut pas sans peine, à la surprise mondiale. Les répercussions de ce coûteux conflit ne furent pas uniquement économiques, c'est une véritable société divisée qui caractérise l'Afrique du Sud après le traité de paix, et qui se solde par l'apartheid. De surcroît, de véritables héros apparaissent à la suite de cette guerre, notamment Winston Churchill qui, soutenu par sa notoriété familiale et son statut de héros de la guerre des Beurs, décrit dans son livre London to Ladysmith, est élu en 1909. Il retrace à travers ce dernier son expérience combattante et son évasion de ce qu'il appelle l'enfer Boer.